Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Philippe Vallat, vous avez écrit beaucoup de livres déjà sur Farabi. Et là, vous nous venez, pas une traduction, mais une traduction amplement introduite et largement commentée, donc encadrée par 2 longs textes de vous, outre les notes explicatives, le commentaire. Il faut dire qu'il y a de quoi, parce que le texte est d'une densité immense dans sa brièveté. Vous en indiquez l'importance. Texte d'Abou Nasr el-Farabi, ce philosophe du Xe siècle qui serait mort en plein milieu du Xe, vers 950. C'est un livre qui est paru dans la maison d'édition Les Belles Lettres, 2012, celle qui se consacre donc à la tradition plutôt grecque et latine, mais ils ont quelques ouvertures aussi médiévales. Vous êtes historien de la philosophie arabe. Quel a été votre itinéraire qui vous a conduit jusqu'à la philosophie écrite en langue arabe? Vous avez commencé par être philosophe, par être hellénisant. Je viens de la philosophie et j'ai pris très vite un virage qui m'emmenait vers les langues orientales, à la fois l'arabe à l'origine et le sanskrit, que j'ai étudié pendant 2 ans conjointement. Et puis pour des raisons plus administratives qu'intellectuelles, j'ai dû choisir l'une des 2 langues, et donc ça a été l'arabe, dont j'ai poursuivi l'étude non seulement aux Langso, mais en Égypte et en Syrie. J'ai vécu au Moyen-Orient 7 ans. Alors vous pourrez être source de polémique, si j'ose dire, puisque vous approchez la philosophie arabe, le philosophe, en tous les cas Al-Farabi, avant tout comme philosophe, et quelque part en implicite, sinon en explicite, vous refusez la notion de philosophie islamique. Vous seriez de cette manière-là à l'opposé d'un Christian Jambé. Je ne refuse pas la notion en question, simplement je pense qu'il faut lui mettre des bornes pour qu'elle soit pertinente. Quand on parle par exemple de philosophes comme Miskawayh ou Amiri, qui se place entre Farabi, entre la mort de Farabi et la carrière d'Avicenne, il est incontestable qu'on a affaire à une philosophie islamique. Simplement, il faut savoir appliquer correctement des critères assez simples. Le critère en question auquel je pense souvent, qui a été formulé pour la première fois par un grand professeur de l'école pratique des études qui s'appelle Jean Jolivet. Jean Jolivet distingue entre philosophe de l'islam et philosophe en islam. Un philosophe de l'islam, c'est quelqu'un qui, par quelque moyen que ce soit, tente d'établir une jonction entre philosophie, c'est-à-dire la philosophie héritée des Grecs et qui s'appelle en arabe donc falsafa, qui est une philosophie qui se base surtout sur Aristote, et les sources de la révélation. Et c'est le cas par exemple d'un traité fameux de Al-Amiri, mais Miskawayh aussi se situe dans cette mouvance, et Avicenne aussi, bien que d'une façon, lui, qui doit beaucoup plus à Farabi que chez ces auteurs dont je viens de parler. Donc je ne récuse absolument pas l'existence d'une philosophie islamique. Simplement, mais vous en détachez chez Farabi, là, d'une manière très claire. Vous savez, dans la 50aine d'œuvres conservées de Farabi, alors ça va de l'opuscule jusqu'à son grand livre sur la musique qui compte plus de 1000 pages, vous n'avez pas une seule fois le mot islam. Et je crois la citation d'un seul verset coranique, si je me fie à votre enquête. En effet, direct, parce qu'on en trouve dans La Cité vertueuse, qui est son œuvre politique la plus connue, on trouve des références directes à plusieurs versets du Coran. Et que faites-vous d'un Averroès et de sa volonté de vouloir concilier ces 2 sœurs qu'il appelle les 2 sœurs, la religion et la philosophie, qui par 2 voies différentes conduisent à la même vérité? Averroès est un lecteur très attentif de Farabi, et Farabi est le premier à avoir classé
les disciplines logiques de l'organon d'Aristote, c'est-à-dire de l'ensemble des œuvres logiques d'Aristote, de les avoir classées en y faisant correspondre des classes d'intelligence, c'est-à-dire des niveaux d'intelligence. La démonstration, qui correspond aux seconds analytiques chez Aristote, donc le raisonnement démonstratif correspond à la science des philosophes. Et après, vous descendez. Le raisonnement dialectique correspond aux théologiens, etc. Averroès hérite de ce schéma qu'il trouve chez Farabi en premier lieu. Dans son traité fameux, le Fasl al-Maqal, un traité décisif sur les rapports entre... Oui, il est traduit sous le titre de traité décisif et il est disponible en poche, nous le rappelons aux auditeurs, dans la collection Garnier-Flammarion. Voilà, édité et traduit par mon ami Marc Geoffroy. Très bonne traduction. Excellemment, oui. Dans ce traité, donc, qui traite de l'accord ou de la jonction, donc en arabe c'est ittisal ou mutabaqa. D'ailleurs, fasl et ittisal, je trouve ça très étonnant, parce que dans le mot fasl, qui veut dire chapitre ou épître, il y a le mot séparation aussi. Oui, c'est curieux, oui. C'est-à-dire qu'il unit en distinguant. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais parfaitement congruentes. Eh bien, dans ce traité, Averroès, qui connaissait parfaitement sa logique, fait dépendre toute sa démonstration de l'accord de la religion et de la philosophie. De Farabi, oui. Et il fait dépendre donc toute sa démonstration d'un raisonnement qui est à l'entame du traité, qui est un raisonnement qu'on appelle un raisonnement hypothétique. C'est-à-dire, il dit, si la philosophie est telle et telle chose, alors cela correspond dans le Coran à l'injonction qui nous est adressée d'étudier les êtres. Or, la définition qu'il donne de la philosophie dans cette phrase ne correspond à aucune définition canonique de la philosophie. Et en creusant un petit peu, on s'aperçoit même qu'elle est directement inspirée du kalam, et peut-être même directement de Al-Juwayni, qui est le maître à penser de Razali. Le kalam, c'est la manière avec laquelle on désigne ce qu'on pourrait appeler la théologie en islam. Voilà. Donc il s'inspire en fait de ses ennemis pour essayer de rapprocher la philosophie d'une discipline qui serait directement donc compatible avec le Coran. Or, cette première phrase, qui est donc un raisonnement hypothétique, en logique aristotélicienne, ne démontre rien. Et Averroès, qui connaissait sa logique, le savait très bien. Donc c'est un texte politique, en somme, une volonté de légitimer la place du philosophe dans la cité qui est toujours en péril, cela va de soi, vous le démontrez d'une manière admirable pour le contexte en lequel a pu philosopher Farabi au milieu du Xe siècle. Alors la différence entre les deux auteurs, c'est que pour Farabi, au début du Xe siècle, l'islam n'est pas encore ce fait incontestable qu'il est pour Averroès. Averroès n'a aucun doute sur l'importance de l'islam en tant que doctrine politique. Et il faut absolument arriver à un modus vivendi qui permettra à la philosophie de survivre dans ce contexte et de se déployer. L'idée d'Averroès, c'était de faire du philosophe le seul interprète autorisé du Coran. Ça, c'est dit en toutes lettres dans le Fasl al-Maqal. Il est la seule personne compétente. Traité décisif, voilà, le traité décisif. Il est la seule personne compétente pour interpréter correctement le Coran et pour l'interpréter de telle façon que la philosophie n'en fasse pas les frais. Farabi, lui, qui est bien antérieur, donc, puisque nous sommes au début du Xe siècle, en particulier donc, avec le traité dont vous avez la traduction sous les yeux, donc l'épître sur l'intellect. Oui. Pour Farabi, il en va différemment. Il faut savoir que Bagdad, au début du Xe siècle, est une ville où les religions non musulmanes dominent encore, aussi bien d'un point de vue numérique, c'est-à-dire que les croyants... Intellectuel, surtout. Intellectuellement, il y a eu un islam à l'époque où Farabi, je pense, s'installe à Bagdad. Il y avait un islam qui intégrait très facilement aussi bien l'apport péripatéticien, enfin aristotélicien, que ce qu'on pourrait appeler la sève païenne de la philosophie grecque. La scène intellectuelle, pour parler dans un langage très contemporain, la scène intellectuelle à cette époque-là est dominée par des gens qui sont issus d'un milieu païen,
qu'on oublie souvent, qui ont eu un rôle décisif, je pense, dans la transmission du patrimoine grec au monde arabe. Ce sont des traducteurs. Ils traduisent directement du grec très, très souvent, ce qui veut dire que leur culture intellectuelle, en tout cas, était encore dans cette langue. Les gens de Harran, c'est voilà, ça? Voilà, ce sont les gens de Harran. Soit les tout derniers néo-platoniciens, néo-pythagoriciens. Alors, le contenu exact de leur philosophie est toujours un sujet de dispute entre spécialistes. En tout cas, il est certain que ces gens-là avaient une culture scientifique qui reposait directement sur des sources grecques. Ils étaient persécutés en milieu chrétien et ils estimaient plus aisé justement de travailler, de transmettre en islam qui serait une religion plus ouverte vers la religion naturelle, din fitri en somme. De fait, le plus fameux d'entre eux, qui était philosophe, mathématicien, traducteur de Galien aussi, donc il avait de très bonnes connaissances aussi en médecine, a fait un choix. C'était son nom, Thabit ibn Qurra, non? Thabit ibn Qurra. A fait un choix qui était celui de croire, d'espérer pour le mieux, en tout cas pour sa communauté, que l'islam serait une sorte de nouvelle efflorescence, en tout cas de ce patrimoine grec et païen. Et d'ailleurs, ils se sont immédiatement identifiés dans une des catégories coraniques obscures et qui était ouverte, puisque même des bouddhistes ou des zoroastriens s'y sont identifiés, chaque fois que c'était possible, ceux que le Coran appelle les Sabéens, qui ont une reconnaissance relative d'accès à la vérité, comme gens du livre, à côté des juifs et des chrétiens. En effet, les gens de Harran où se situe exactement Harran? C'est au nord de Mossoul, c'est en Mésopotamie? C'est au nord et légèrement à l'est d'Alep. Donc entre Mossoul et Alep, quoi. Pas très loin de Roha, donc d'Édesse. Donc c'était à l'époque une journée de cheval d'Édesse. Et c'était deux villes qui étaient rivales. C'est-à-dire qu'Édesse, qui est à l'origine aussi une ville païenne, c'était en masse converti au christianisme assez tôt. Et Harran restait la grande rivale païenne, en fait, de la ville. Et cela dure jusqu'à la disparition, jusqu'à la destruction d'Édesse au XIIe siècle. Et donc, chez Farabi, il n'y a aucune volonté d'adapter la philosophie à la religion islamique, qu'il y a plutôt la continuité. Vous montrez d'ailleurs le contexte. Il serait proche d'un Abou Bakr Razi qui, lui, explicitement a dit beaucoup plus son articulation et l'honneur et la gloire qu'il tire de cette articulation avec le savoir grec dont il s'estime l'héritier et celui-là même qui l'améliore et qui le fait avancer, et en même temps comment dire, l'inutilité de la prophétie et des prophètes en général. Et vous situez Farabi plutôt dans ce contexte qui s'affranchit de la nécessité de la prophétie. Farabi tente plutôt que d'adapter la philosophie à une religion qui donc serait pour lui un fait incontournable. Il essaye de faire le contraire, c'est-à-dire que son idée était que l'islam était encore à cette époque-là suffisamment malléable pour, sans en modifier forcément la forme, recevoir un autre contenu. L'islam pouvait recevoir un autre contenu plus conforme, disons, à la philosophie que Farabi prétendait refonder, la philosophie à la fois d'Aristote et de Platon, dont il se croyait le refondateur à son époque. Il se situe dans la mouvance d'Abou Bakr al-Razi au sens où... Le fameux médecin. Voilà, le fameux médecin, donc connu des latins sous le nom Rhazès, qui a eu une très très grande influence sur toute l'histoire de la médecine, qui est un second Galien en quelque sorte. Il se disait comme tel lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'il prétendait, avec tout le respect qu'il lui devait, il prétendait ce qu'il fit d'ailleurs. Rectifier, l'améliorer. Rectifier Galien. Et il n'y a aucun doute sur ses compétences de médecin. Oui. Il est moins connu en tant que philosophe. On a gardé que très peu de traités entiers de lui. L'idée de Rhazès, donc pour lui donner son nom latin,
était qu'il n'y a pas de révélation, en effet. Mais la chose est fort mal connue, puisque je viens seulement, il y a 1 an et demi, de redécouvrir dans un traité de Fakhreddin Razi, donc là c'est plus tardif, on est au début du XIIIe siècle. J'ai retrouvé donc la réfutation complète et définitive selon Razès, donc de la révélation. C'est Fakhreddin et même pas l'autre Razi. Alors Fakhreddin qui est à la fois un philosophe avicennien et donc un commentateur du Coran et un théologien fameux, est fasciné par Razès. Ils sont de la même ville, ils partagent un petit peu la même culture. Fakhreddin Razi, d'ailleurs, est fasciné aussi par les sciences païennes, comme en témoignent certaines de ses œuvres qui attendent toujours qu'on les édite. Et le livre sur la physiognomonie aussi tient compte de son rapport avec le traité d'Aristote. Oui, alors il y a ça, et puis il y a une œuvre qui n'est pas du tout, qui est très peu étudiée et pas du tout éditée jusqu'ici, qui n'existe que sous forme de manuscrit, qui est un traité où il réfute l'astrolatrie des païens dont on parlait tout à l'heure, de Harran. C'est dire qu'au XIIIe siècle encore, ils avaient laissé une empreinte forte dans la conscience intellectuelle et religieuse des musulmans. Ils réfutent leur astrolatrie, donc c'était un culte qui attribuait en fait une âme aux planètes et qui faisait des planètes les intermédiaires obligés d'un culte rendu à un dieu suprême. Au XIIIe siècle, donc Fakhreddin Razi éprouve encore le besoin de réfuter cette religion au nom d'une philosophie qui est, elle, inspirée directement d'Avicenne. Ce traité n'a jamais été édité. Donc Fakhreddin Razi a conservé de Razès, donc le médecin et philosophe du 9e, 10e siècle, une réfutation très intéressante de la prophétie, de l'idée même de prophétie. Parce que déjà, on a un autre Razi qui a réfuté, c'est un ismaélien qui a réfuté aussi la réfutation de Razi. Alors c'est Abu Hatim al-Razi. Voilà. Donc oui. C'est drôle cette affaire entre des Razis. Oui. Mais c'est dire si à l'époque Abu Hatim qui est de la fin du 10e, début 11e. Alors je me souviens pas exactement de ces dates. Je crois que c'est un contemporain forcément de Razi puisqu'ils se sont rencontrés. Il est peut-être un petit peu plus jeune que Razès. Ce dialogue entre les deux Razi, qui lui est bien connu, n'est qu'un des témoignages préservés de la pensée de Razès à propos de la prophétie. Et c'est tout à fait complété et confirmé par ce qu'on trouve donc chez Fakhreddin Razi. Là, vous l'avez lu sur manuscrit ou c'est déjà publié, le livre de Fakhreddin, du Razi du XIIIe siècle? Il est publié depuis 1987 seulement, et pourtant c'est une grande œuvre. Qui mériterait certainement d'être étudiée de très près. Elle reprend énormément de choses, des débats entre philosophie et théologie chez ses devanciers. Donc l'œuvre s'appelle El Matalib al-Aliya min al-Ilm lillahi. Comment on peut traduire ça? Les hautes recherches dans le domaine de la métaphysique ou quelque chose comme ça. Les sciences divines, disons, traduction littérale. Voilà, mais comme le contenu de l'œuvre est vraiment la métaphysique au sens grec, El-Ilm lillahi doit être traduit plutôt par métaphysique que théologie. C'est un livre très intéressant parce qu'en fait, non seulement il reproduit donc cette réfutation de l'existence même de la prophétie due à Razès, donc, qui venait de la même ville que lui, Ray, mais il annonce une réfutation de la réfutation qui ne se trouve nulle part dans le livre. Alors soit on l'a perdu, soit... Alors en fait, l'explication se trouve... C'est un ouvrage en plusieurs volumes, hein. Je crois qu'il a 9, il y a 9 volumes. La raison pour laquelle sa réfutation ne se trouve pas dans le livre est qu'elle lui servait en fait à quelque chose. C'est-à-dire qu'il reproduit la réfutation de la prophétie par Razès parce qu'elle lui servait contre les Mu'tazilites. Donc là encore... Une autre école de théologie
plus rationalisante, qui n'est pas la sienne, donc qui n'est pas celle de Fakhreddin Razi, puisque lui se place dans le prolongement de Razali et de l'acharisme. Donc il se sert en fait de la réfutation par Razès de la révélation prophétique pour montrer, et ça c'est d'un point de vue historique c'est très important pour la falsafa, pour montrer en fait que contrairement à ce que soutenaient les théologiens mu'tazilites, on ne peut pas admettre à la fois, et là c'est très étonnant, on ne peut pas admettre à la fois l'usage de la raison et l'interprétation coranique. Il faut choisir. C'est étonnant pour un commentateur du Coran. C'est très étonnant de la part d'un commentateur du Coran, qui est aussi un philosophe avicennien, qui est aussi quelqu'un qui non seulement apprécie, mais utilise en permanence les idées avicenniennes. Un immense commentaire coranique, 25 volumes, voilà. À la fois le plus rationalisant probablement et synthétique de l'antériorité de cette science. Oui, sa position est très ambiguë et incompatible avec ce que lui-même fait dans des traités où il se fonde complètement sur Avicenne pour démontrer pour apporter la démonstration de doctrine, de la vérité de doctrine coranique. Donc il récuse l'usage de la raison tout en l'utilisant autant qu'il le peut dans sa propre théologie. Mais ça c'est une question qui reste à étudier. Donc là, c'est passionnant, cette série de Razi, là, jusqu'au 3e, du 10e au 13e siècle. Et pour dire simplement que c'est dans le contexte de cette pensée de Razès, de la réfutation de la prophétie, qu'aurait pensé philosophiquement Al-Farabi, selon vous? Oui, à coup sûr. Il le connaissait certainement, en tout cas ses écrits. Razès avait sans doute quitté Bagdad quand Farabi s'y est installé, mais il connaissait ses écrits, c'est certain, puisqu'il part en fait implicitement, sans citer, de la conclusion d'un débat entre théologiens mu'tazilites déjà à cette époque-là et Razès, un débat qui a sans doute eu lieu notamment à Bagdad. C'est un échange de lettres qui a dû se prolonger, je pense, pendant des années entre les théologiens mu'tazilites et Razès. Et de ce débat, Farabi semble être tout à fait au fait, tout à fait au courant. Et il part de là, c'est-à-dire de cette incapacité du kalam, donc de la théologie rationalisante des mu'tazilites. Il part de là pour montrer qu'en fait il n'y a aucune justification au recours à la révélation dans la philosophie. Et il le dit parfois dans des termes extrêmement clairs, en allant jusqu'à mentionner la source où ces théologiens se fournissent en concept, en parlant très clairement de charia. Donc Farabi est très clair sur la cible de ces attaques. Et dans le traité, donc l'épître sur l'intellect, il dit que les théologiens de son époque, qui étaient donc les théologiens mu'tazilites, prétendaient argumenter selon la méthode rationnelle qui était celle d'Aristote, mais à partir de doctrines, de prémices qu'il trouvait dans le Coran. Or, Farabi dit, ces prémices sont toutes, sans exception, irrationnelles. Alors, il le dit avec un mot en plus qu'il emprunte à un passage polémique du Coran, où les Qurayshites, donc qui était le parti opposé à la prédication mohammedienne, accuse en fait Mohammed d'être suivi exclusivement par des gens qui agissent en arabe, donc badi ar-ray, c'est-à-dire sur un coup de tête et sans avoir au préalable réfléchi à ce à quoi ils adhéraient. Farabi utilise ce mot pour qualifier toutes les prémices que les théologiens à son époque dérivaient du Coran. Si ça n'est pas là un refus
de la part de Farabi de traiter la théologie comme une autre philosophie, alors il est difficile de savoir ce que c'est. J'aurais une question à vous poser. Je me fais un peu le défenseur du diable. Il me semble que chez Farabi, il y avait quand même une volonté de sauver ou de tenir compte de la scène prophétique. Si j'ai bon souvenir, dans la cité vertueuse, celle qui voudrait avoir comme chef un philosophe, dans cette tradition grecque, bien sûr, on pense notamment à la République, mais en même temps, il y a comme une volonté d'assimiler philosophe et prophète. Souvenez-vous du passage sur la question de l'ange et l'apparition de l'ange et l'importance qu'il accorde. Et là, il y a comme une volonté de forcer la tradition psychologique du dhyānima héritée pour accorder une plus grande importance à l'imagination. Et que c'est le Farabi le premier, si j'ai bon souvenir, qui traite de cette apparition de l'ange qui transmet le message divin par la scène de l'imagination. Et l'imagination ici n'est pas perçue comme lieu de fausseté ou d'illusion, mais comme quelque chose, comme instance à partir de laquelle une certaine connaissance est transmise. Et ça me rappelle l'émergence première de cette notion d'imagination chez le premier philosophe arabe, Al-Kindi, dans son lexique philosophique, Al-Fantasia, il utilise le terme grec, ou Al-Khayal, ou Hudhur al-Shay'i bi ghibati tinatihi, ou donc la fantasia, ou l'imagination, le mot arabe khayal, ou l'apparition de la chose dans la présence de la chose dans l'absence de sa matière. Et c'est déjà une approche plutôt positive chez Kindi. Et à partir de là, chez Farabi, donc encore plus positivée, puisqu'elle devient l'instance de l'ange qui transmet au prophète. Et elle devient encore plus importante chez Avicenne. Et au-delà d'Avicenne, Ibn Arabi, malgré tout, lecteur de philosophes, même s'il n'aime pas les philosophes, il en fait l'instance maîtresse de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui permet l'accès à l'invisible, et pratiquement il va jusqu'à adapter les notions qui tournent autour de l'intellect du aql, al-aql al-munfasil, al-aql al-muttasil, c'est-à-dire l'intellect séparé et l'intellect conjoint. Vous en parlez longuement, avec en plus la notion d'intellect acquis, toutes ces notions-là, nous y reviendrons peut-être, qui sont très techniques. Il fait donc, il articule aussi l'imagination conjointe et l'imagination séparée. Il la traite exactement comme pratiquement la faculté reine. Là, ça devient une révolution totale par rapport, peut-être certains amis philosophes me disent que c'est annonciateur de ce que dit Kant de l'imagination. Je ne sais pas, bon là, je parle aux philosophes
que vous êtes. Est-ce que là, il n'y a pas une filière de conciliation qu'on trouve jusqu'à chez Farabi? Alors historiquement, c'est ainsi que Farabi a été interprété, c'est-à-dire comme le fondateur de la philosophie islamique au sens de la légitimation d'une philosophie prophétique. C'est ça. Simplement, vous allez voir que cette question nous emmène très loin. Tout d'abord, à propos de la cité vertueuse, est-ce que le philosophe doit être un prophète ou le prophète un philosophe? Parce que ça ne revient pas au même. Si le prophète... Moi, je m'occupe simplement de cette scène très techniquement, c'est-à-dire comment il introduit l'imagination, il la positive par rapport au fait qu'elle est totalement serve de l'intellective dans la tradition du dhyānima. Très bien. Bon. Mais il faut savoir de qui Farabi entend faire le portrait dans ce passage fameux de la cité vertueuse. Cette œuvre, en fait, est une curiosité. Elle révèle, je pense, par son côté scolastique et un peu ennuyeux, le vrai génie de Farabi. Ce passage, qui est, je crois, le premier passage de la cité vertueuse où le mot Allah est employé, il faut attendre 200 pages, est une théorie, en réalité, qui ne cadre absolument pas avec la théorie de l'intellect chez Farabi, c'est-à-dire la noétique qui est étudiée dans le livre, donc l'épître sur l'intellect, là, oui, votre livre là, qui vient de paraître aux Belles Lettres. Voilà. Philippe Vallat. Elle ne cadre pas, pourquoi? Elle ne cadre pas avec la noétique aristotélicienne. Pour une raison très simple. C'est que dans le passage en question de la cité vertueuse, Dieu lui-même, par l'intermédiaire d'une entité appelée l'intellect agent, donc qui est elle-même assimilée à un ange, est censé, donc Dieu lui-même par l'intermédiaire de cette entité, est censé révéler à celui dont cette révélation fera un prophète, ce qui s'appelle en philosophie aristotélicienne les particuliers, ta ekasta, c'est-à-dire les particuliers de l'action, ce qu'il va se passer dans le monde sensible. Or, dans le même traité, dans la première partie, il n'est rien dit de la connaissance que Dieu aurait du monde. Et pour une raison très simple, c'est que Dieu ne connaît pas le monde en philosophie aristotélicienne. Et ce qui vaut pour Dieu, c'est-à-dire la première cause, vaut aussi pour l'intellect agent, qui ne connaît pas les particuliers sensibles. Or, si Dieu ne les connaît pas et que l'intellect agent ne les connaît pas non plus, ce qui est à coup sûr la théorie de Farabi, telle qu'on peut la dégager de tous ces autres traités, il n'y a aucune possibilité pour Dieu ou pour l'intellect agent de les révéler à un homme. Et ce qui est vrai... Alors pourquoi a-t-il écrit cela? En paradoxe, en contradiction même par rapport à... Alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que comprendre ce qu'il a cherché à faire là, c'est comprendre en fait ce qu'était l'activité de philosophe au début du Xe siècle. Farabi explique ce qu'il a cherché à faire dans la Cité vertueuse dans un autre traité qui s'appelle Le régime politique, qui est un complément et une sorte de réécriture beaucoup plus approfondie des thèmes traités dans la Cité vertueuse. Son titre en arabe, Le régime politique As-Siyasa al-Madaniyya. C'est une histoire compliquée. Je vais essayer d'être le plus simple possible. La Cité vertueuse, en réalité, n'est pas la théorie de la Cité vertueuse. C'est un livre performatif. Performatif, ça veut dire qu'il veut réunir la première... Il veut satisfaire à la première condition de l'apparition d'un régime vertueux, qui est de recruter son personnel. Or, pour recruter son personnel, on a besoin de lui faire passer des tests. En l'occurrence, des tests de perspicacité. Tout cela est expliqué dans un passage du régime politique, qu'il faut savoir lire aussi. Farabi, je pense, a été beaucoup trop subtil. Alors, quand on lit ce passage de la Cité vertueuse où il est question de l'imagination prophétique, c'est-à-dire Dieu révèle donc à son prophète d'abord c'est une connaissance qui passe par l'intellect et ensuite qui déborde sur l'imagination, de sorte que les concepts intellectuels prennent forme, une forme symbolique dont la religion se constituera.
Ce que développera et approfondira Avicenne. Oui, oui, en effet, dans son interprétation du Coran, de quelques versets du Coran. Alors, que fait Farabi dans ce fameux passage de la Cité vertueuse? Eh bien, il fait passer un test à ses lecteurs. Il leur demande s'ils ont compris ce qu'ils ont lu avant ce passage dans la Cité vertueuse. Or, ce qui vient avant ce passage dans la Cité vertueuse ne donne absolument aucun fondement à cette théorie de l'imagination. Et il explique donc dans le régime politique, qui fait référence à ce passage de la Cité vertueuse, que ceux dans la Cité vertueuse, mais il faut comprendre le livre et non pas le régime, ceux qui seront capables de voir les contradictions que le philosophe roi y a semées volontairement, délibérément, ceux-là vont faire preuve, disons, d'intelligence en écrivant des traités pour réfuter la Cité vertueuse, donc, de Farabi, et ainsi vont signaler leur existence au philosophe qui va les recruter. C'est-à-dire que le premier test d'intelligence pour Farabi, qui est le test d'entrée dans l'école de philosophie, parce que son intention était de recruter des philosophes, le premier test, c'est de voir les contradictions qui se trouvent dans le traité qui s'appelle Kitab al-Madin al-Fadila, donc le traité de la Cité vertueuse. Alors là, vous voyez, on quitte tout à fait l'étude classique des textes médiévaux, c'est-à-dire ce ne sont plus simplement, dans le cas de Farabi en tout cas, des traités où se trouve exposée une théorie, mais c'est une pratique en même temps. C'est-à-dire que très souvent, Farabi, dans ses textes, non seulement décrit une théorie, mais les met en pratique en même temps. Or, ce qu'il fait donc, dans la Cité vertueuse, c'est de mettre à certains endroits du texte des contradictions, de telle sorte que les lecteurs compétents soient capables de les relever, de les contredire dans des traités eux-mêmes, et en écrivant ces traités pour contredire la Cité vertueuse, se faire connaître du philosophe qui, lui, va les recruter pour les former et, s'ils sont vraiment compétents, s'ils sont des naturels philosophes, les amener jusqu'à la vérité. Et tout ça est expliqué à la fin du régime politique, qui est peut-être la dernière œuvre de Farabi. Alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est très clair, c'est très clair. Ce que je voudrais savoir, c'est, je suis impressionné par la force et la pluralité d'intention que vous accordez au texte de Farabi. On n'est pas seulement dans ce que dit Léo Strauss à propos, puisqu'il s'est beaucoup occupé de Farabi, du fait que Farabi a été très actif chez Maïmonide, si j'ose dire, puisque Maïmonide en a été un lecteur et, disons, un disciple. Ce n'est pas écrit en temps de persécution, c'est bien plus que cela, c'est écrire dans le cryptique le plus total. Est-ce que cette interprétation accourt dans le champ de l'histoire de la philosophie ou elle est absolument la vôtre? Ce sont des choses que j'ai remarquées à force de travailler sur les textes de Farabi. Ça fait vous écrivez, vous critiquez beaucoup un autre historien de la philosophie islamique qui a la chaire de cette matière à Yale University, qui est d'origine grecque, Gutas, le professeur Gutas, qui lui a une vision tout autre. En effet, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de la philosophie arabe telle que Dimitri Goutas l'écrit. Mais dans ce livre, en tout cas, il n'y en est pas question. Mes désaccords avec lui étaient plutôt le sujet de ma thèse. Non, mais il n'a pas du tout eu cette vision et cette lecture. Même Mohsen Mahdi, l'autre grand spécialiste de Farabi, qui lui enseignait à Harvard University, à ma connaissance, il n'a pas lu ainsi La Cité vertueuse. C'est-à-dire que les disciples de Léo Strauss aux États-Unis, mais du côté de la philosophie arabe, on ne parle pas ici des néocons, qui entourait George Bush, fils. Les disciples de Léo Strauss dans le domaine de la philosophie arabe auraient pu, ou auraient dû, si j'ose dire,
faire les constatations que vous faites. Que je fais. C'est-à-dire que ça va tout à fait dans leur sens. Il y a un art d'écrire chez Farabi, c'est incontestable. Il a une façon de détourner... Pas un art d'écrire partant de persécution, alors là c'est plus que cela. Puisque... Oui, c'est pas juste pour contourner une persécution et dire des choses qui déplairaient à ses contemporains. C'est pour aller beaucoup plus loin. Son ambition qui était... Fonder l'ordre de la continuité philosophique. Son ambition était celle de Platon. Souterrainement à la cité, quoi. Il s'agissait vraiment pour Farabi, comme pour Platon, de convertir une cité à la philosophie. Et je pense, il a pris ça très très au sérieux. D'où donc le rôle très important, et vous l'attachez, s'il a quelques rapports avec la religion, Farabi, il ne peut l'avoir que dans le contexte du procès de Socrate. C'est-à-dire que là, on retrouve des thèmes qui sont des thèmes, en effet, abordés par Léo-Strauss et par ses disciples. Il est obligé de se méfier, mais en même temps, comme nous le disions au début de l'émission, le contexte de l'étude de la philosophie et de son enseignement au début du Xe siècle n'est pas forcément celui de la persécution. Ça le devient sans doute vers la fin de la vie de Farabi, puisque... C'est comme ça que vous expliquez son départ de Bagdad vers Alep, puis Damas. C'est une explication possible. C'est-à-dire que la plèbe, la voix de la plèbe hanbalite, n'est-ce pas? Voilà. Hanbalite étant un des quatre rites juridiques de l'islam sunnite, probablement le plus rigoriste, le plus littéraliste, et qui s'est déjà fortement opposé aux théologiens rationalisants que sont les Mu'tazilites. Voilà. Donc c'est une bataille qui a lieu au IXe siècle, qui commence à l'époque du calife al-Ma'moun, mais qui se prolonge, qui a des prolongements, et on l'oublie souvent, qui a des prolongements encore en plein milieu du Xe siècle. Il est possible, c'est une explication possible du départ de Farabi, qui quitte Bagdad en 942. On sait qu'à cette époque-là, c'était pas un soulèvement populaire, mais disons qu'il y avait en permanence des problèmes posés par les Hanbalites qui semaient un petit peu la terreur, aussi bien parmi les autres écoles juridiques de l'islam. C'est les salafistes d'aujourd'hui, en somme. Ça y fait beaucoup penser, oui. Ouais. D'ailleurs, ils sont d'ailleurs souvent hanbalites, puisque les salafistes ne sont que des wahhabites, en fait. De fait. Bon, les chafi'ites faisaient, donc une autre école juridique, faisait aussi les frais de cette agitation populaire à Bagdad, donc fomentée par les hanbalites. Mais les intellectuels en général, les artistes, et ça on le sait par des sources historiques qui ont même été résumées dans un article de l'Encyclopédie de l'Islam que je cite dans le livre. Donc on peut vérifier ça, et de là faire l'hypothèse que Farabi quitte Bagdad en 942 parce que c'était devenu invivable pour lui. Farabi, aux auditeurs ne connaissent pas forcément, il est considéré comme le second maître dans la tradition islamique, le premier étant Aristote, et même quelqu'un comme Maïmonide paraphrase cette classification, cette hiérarchie. D'où vient-il? Certains disent, vous optez pour son origine persane, mais certains lui attribuent une origine turque. Et là, dans le nationalisme turc actuel, ils tiennent à cette origine, et que sa langue maternelle serait plutôt le sogdien que le persan.
Et est-il vrai qu'il est parvenu à Bagdad à la langue arabe et à la philosophie? D'ailleurs, certains défenseurs de la langue arabe lui reprochent cet arabe rugueux, en somme. Cet Oui, c'est arabaki, sûr quoi. que ça n'était pas un grand prosateur et il n'aurait pas reçu les suffrages de Jahez, le grand prosateur arabe et théologien mortazilite lui-même Parce que du IXe siècle. l'impression que j'ai, la lecture que vous faites de la présence de Farabi à Bagdad, à un âge déjà avancé, où il a accumulé les ans, est un peu marquée par ce qu'on appelle dans la tradition critique historique arabe du monde des lettres et de la pensée, la shouroubiyya en somme, c'est-à-dire ce conflit entre les ethnies et les peuples. Alors, à quel point Farabi rattachait son entreprise philosophique à la Chouroubiyya, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. À quel âge il arrive à Bagdad, c'est également une question sans réponse, puisqu'on ignore presque complètement la date à laquelle il naît. Donc, a-t-il 30 ans, a-t-il 20 ans, a-t-il 40 ans? Quand il arrive à Bagdad, il est impossible de le dire. Beaucoup disent 40 ans, mais enfin, je ne sais pas. Faute l'origine première, persane, persane, turque, langue maternelle, le persan ou le sogdien? Alors celle-là, son origine plutôt persane, il est difficile d'être plus précis, se déduit d'un passage du régime politique qui est... Sa dernière œuvre, donc. Voilà, sa dernière œuvre, qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'on appelle l'iranisme, c'est-à-dire une façon de classer les peuples selon leur dignité intellectuelle et morale. Et on retrouve là des clichés terribles sur les Turcs et les Arabes, qui étaient très courants à l'époque, et qui le sont restés. Donc on est dans l'esprit de la Chouroubiyya, là. On voilà, peut le dire. Oui, ça y ressemble en effet. La Chouroubiyya, c'est la compétition, la concurrence entre les peuples, puisque ça dérive du mot shab qui veut dire peuple, communauté, quoi. Voilà. Ethnie. C'est des gens qui estimaient que la seule qualité qu'on doit reconnaître au sujet de l'Empire musulman était sa qualité de musulman et non pas son origine arabe. C'est-à-dire qu'il reprochait à la dynastie omeyyade en particulier, mais tout ça c'est l'historiographie postérieure, mais c'est comme ça, disons, que les visions se sont cristallisées. Ils ont considéré que les Arabes avaient par droit de naissance en quelque sorte, à l'intérieur de l'Empire, une place que d'autres qu'eux, étant musulmans, devaient avoir. C'est aussi ça, la Chouroubiyya. Alors, de ce point de vue-là, Farabi se rattache, mais aux marges. Il est aux marges vraiment de ce mouvement, puisque lui, ça n'est pas, ce qu'il met en avant, ça n'est pas sa qualité de musulman qui devrait primer tout autre. Voilà, c'est sa qualité de philosophe. Et alors il était au début formé dans les sciences religieuses, qu'il abandonne définitivement une fois en Mésopotamie et à Bagdad. Il est là avant tout pour se former philosophiquement. Il le semble. C'est un oui-dire qui me plaît beaucoup parce que, et ça les lecteurs s'en apercevront, ça cadre parfaitement avec le Farabi tel qu'on peut définir sa personnalité tel que vous le cristallisez. À partir des textes. Voilà, oui. Disons que c'est un oui-dire dont j'imagine mal que le biographe qui la rapporte, j'imagine mal qu'il ait pu l'inventer, puisqu'il fait de Farabi en fait un converti, mais non pas un converti vers l'islam, mais un converti vers la philosophie. C'est quelqu'un qui, le jour, donc il exerçait la profession de juge islamique, de qadi. Et un jour, donc, les œuvres d'Aristote lui sont confiées. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Il s'y plonge et décide selon donc l'anecdote rapportée par Ibn Abi Usaybirat, il décide d'abandonner sa profession de qadi et de ne se vouer dorénavant qu'aux sciences. Son ancienne profession étant qualifiée dans la même anecdote d'activité profane. C'est-à-dire qu'il abandonne le profane pour rentrer dans le religieux étant la philosophie. Et le profane, la religion. Voilà. Ce qui est tout à fait étonnant. J'imagine mal un biographe inventer ça. Ça semble tout à fait... Je n'ai jamais trouvé aucune notice. Ibn Abi Usayba étant celui-là même, le biographe notamment des philosophes, parmi les lettrés.
On en vient à l'épître sur l'intellect, quand même un peu de technique philosophique. C'est un texte passionnant tel que vous l'introduisez, tel que vous le commentez, avec ses multiples étages. La première partie destinée au sens commun, la deuxième partie aux théologiens, et puis après on entre dans le fond philosophique, très technique, texte en vérité pour le profane très obscur, mais par votre commentaire il s'éclaire, vous en déterminer profondément la généalogie philosophique, notamment entre Aristote lu tel qu'en lui-même, mais en même temps interprété par Alexandre. Là aussi, c'est tout un destin, cet Alexandre d'Aphrodise. C'est un destin et une énigme pour l'histoire de la philosophie islamique, parce que le nombre d'articles que j'ai lus là-dessus, où on essaie de comprendre, d'éclairer la notion d'intellect agent. Farabi, dans l'épître sur l'intellect, s'inscrit dans une longue tradition d'interprétation du traité d'Aristote, appelé donc le De Anima. Mais vous dites même qu'il ne l'aurait pas lu. Oui, alors c'est la grande surprise. Que Farabi l'aurait pas lu. C'est la grande surprise, c'est-à-dire qu'à partir d'une tradition d'interprétation, on peut arriver à, et c'est ce qu'a fait Farabi, à reconstituer la pensée qui s'exprimait dans le traité de départ, sans l'avoir lu. Et c'est ce que fait Farabi, parce que manifestement, dans l'épître sur l'intellect, au moment où il rédige cet épître, il n'a pas encore lu le traité en question. Alors c'est une énigme. Parce que, à ma connaissance... Il est traduit sous le titre de Kitab fi Nafs, je crois. Oui, Kitab fi Nafs. Oui, le De Anima. Voilà. Mais il y a sans doute eu plusieurs traductions de ce traité. Nous avons un commentaire d'Avicenne et d'Averroès de ce traité, voilà. du De Anima. Et quelques autres. Autres. Alors pourquoi Farabi ne connaissait pas le De Anima d'Aristote au moment même où il prétend l'interpréter? Ça, je n'ai pas d'explication. En tout cas, il est certain que le texte lui-même d'Aristote lui est inconnu. Ce qui contrebalance, en quelque sorte, cette ignorance, c'est sa connaissance directe du De Anima d'Alexandre d'Aphrodise. Je pense qu'il a cherché à retrouver la pensée d'Aristote à travers un traité dont l'auteur était considéré comme l'interprète le plus autorisé et le plus fidèle à la pensée du maître, qui était Aristote. Mais bon, Alexandre d'Aphrodise n'est qu'une étape dans cette interprétation. Et Farabi, en fait, reçoit tout ce matériel exégétique passé au filtre du néoplatonisme, et du néoplatonisme de Plotin, qui avait été reçu en arabe via la traduction paraphrase des Énéades de Plotin sous le titre « La théologie d'Aristote ». C'est-à-dire que je pense que Farabi était parfaitement au courant que la théologie d'Aristote n'avait rien à voir avec Aristote, mais malgré tout, ça ne l'empêche pas de se servir de ce texte, donc la théologie d'Aristote, pour aussi interpréter et compléter Aristote et Alexandre d'Aphrodise sur les points laissés dans l'ombre par les deux auteurs. Alors, la première partie, on passe du aql, intellect, à ta'aqqul, donc une forme dans la dérivation arabe de la même racine verbale que vous traduisez par prudence. Et l'exemple soumis est un exemple très connu du sens commun islamique. La grosse opération de la fondation du premier empire, après les 4 premiers califes, cet Omeyyade, qu'est Muawiyah, représente-t-il le ta'aqqul, la prudence, ou l'errement? Et là, les enjeux sont considérables, puisque c'est à partir de la prise du pouvoir de Muawiyah que va naître le conflit, l'énorme schisme sunnite, chiite. Farabi prend parti dans ce débat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un traité donc censé commenter une œuvre d'Aristote, Farabi commence par un chapitre qui inscrit cette interprétation d'Aristote dans une histoire qui est celle dans laquelle il vit lui-même, qui est celle de la division de la communauté musulmane en chiites ou alides et sunnites. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que Muawiyah, donc le calife omeyyade, était aqil, c'est-à-dire dans quel sens peut-on dire de lui qu'il était intelligent? Et donc il convoque ses contemporains
pour témoigner donc, de leur appréciation du personnage. Et il essaye de les mettre d'accord. Alors pour les Alides, Muawiyah n'était pas aqil du tout. Tout simplement parce que pour eux, c'est en tout cas ce que Farabi leur fait dire, l'intelligence des moyens politiques ne peut aller sans la moralité du but qu'on se propose. C'est-à-dire qu'être aqil pour les Alides, que fait parler donc Farabi, c'est savoir réfléchir de façon morale. C'est à la fois être intelligent et vertueux. L'intelligence impliquant la vertu, et la vertu, l'intelligence. Les partisans de Muawiyah, quant à eux, sont prêts à dire que Muawiyah était aqil, mais sans comprendre vraiment ce qu'ils entendent par là. C'est-à-dire que même les partisans de Muawiyah, selon Farabi, mettraient une borne à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain degré de mal dans la façon dont quelqu'un agit, on ne peut plus dire de lui qu'il est aqil. Peut-être rusé. Voilà, rusé, malin, plus intelligent. Voilà. Mais on ne peut plus utiliser le mot aqil. Est-ce que le aqil implique le ta'aqul, c'est-à-dire la prudence? Alors, donc, Farabi essaye de mettre d'accord les Alides et les partisans de Muawiyah en disant qu'il y a un fond vertueux dans l'intelligence, que tous les deux l'admettent, que les deux parties l'admettent, et que donc tous les deux parties, sans le savoir, sont d'accord avec ce que Aristote appelait en grec phronésis, et dans sa traduction arabe, ta'aqul, qui désigne donc une attitude habituelle, conforme à l'intelligence, en impliquant la vertu. Mais là, quand même, il a utilisé un matériau islamique dans un contexte philosophique. Le premier niveau, on n'aura pas le temps de traiter les autres niveaux. On laissera aux auditeurs et surtout les philosophes parmi eux suivre l'aspect très technique des deux autres niveaux, l'adresse aux théologiens et l'adresse aux philosophes pour cet épître sur l'intellect, Risala al-Aql al-Farabi, que vous nous commentez, introduisez. Merci Philippe Vallat. En tous les cas, merci beaucoup de votre invitation. Vous avez une position originale, propre, qui relance les études sur Al-Farabi. Probablement aussi, il y aura des gens qui sont dans le champ en accord avec vous, d'autres pas. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, la coordination étant assurée par Dominique Compétissa, la technique, le son par Pierre Mine, la réalisation par François Connac.